L'avis de recherche taché de poussière flottait contre le mur du magasin général de la veuve Tate. Mais ce n'était pas le visage d'un hors-la-loi qui avait attiré l'attention de Sarah Turner. C'était l'avis à côté, écrit d'une main désespérée. Recherche épouse, terrain et logement fournis, aucune question posée. Il était simplement signé Blackwell North Ranch. Sarah avait entendu les rumeurs concernant ce rancher solitaire qui vivait à la périphérie de Fort Worth, au Texas. L'homme que personne en ville n'osait approcher. Le cow-boy aux yeux si froids qu'il pouvait glacer une journée d'été. Nous étions en 1875 et pour une femme de 24 ans qui n'avait pour tout bagage qu'un sac de voyage et la tombe de son frère dans l'Est, les options étaient limitées. La diligence qui l'avait amenée dans ce coin brûlé par le soleil du comté de Tarrant était partie 3 jours plus tôt, emportant avec elle sa dernière chance de retourner à Philadelphie et à la vie de désespoir tranquille qui l'y attendait. « Tu ne veux pas répondre à ça, » dit la veuve Tate, d'une voix aussi sèche que du cuir séché, tout en rangeant des conserves sur une étagère. C'est l'annonce de Blake Holloway. Cet homme est ici depuis 5 ans et n'a pas dit plus de 10 mots depuis son arrivée. Les gens disent qu'il est maudit. Sarah retira l'annonce du mur et la plia soigneusement. Être maudit avec une terre et un toit, c'est mieux que d'être béni sans rien. Madame Tate, le visage de la vieille femme se crispa d'inquiétude. Ma fille, il y a une raison pour laquelle personne n'a répondu à son annonce. Il y a quelque chose qui cloche chez cet homme. Il n'enlève jamais son long manteau, même pas sous la chaleur du mois d'août. Il ne laisse pas le médecin l'approcher quand il est blessé. Et ses yeux, elle frissonna comme si elle regardait un mort vivant. Sarah glissa le papier dans sa poche. Je préfère tenter ma chance avec un homme silencieux plutôt que de mourir de faim. Silencieux, la veuve rit sans humour. Le shérif Daniels s'était rendu là-bas au printemps dernier, alors que nous n'avions pas vu Holloway depuis des semaines. Il l'avait trouvé vivant dans cette cabane, entouré de peaux de loup, parlant tout seul dans une langue que personne ne reconnaissait. Le shérif avait dit qu'il avait l'impression que le diable lui-même observait depuis l'ombre. Mais Sarah avait pris sa décision. Elle était venue dans l'Ouest pour échapper à l'ombre de la tuberculose qui avait emporté ses parents et son frère, pour fuir les créanciers qui tournaient autour de ce qui restait de la maison familiale. Un mari étrange et solitaire était un juste compromis pour survivre. Le lendemain matin, elle engagea le seul conducteur de charrette de la ville pour l'emmener à North Ranch. Le voyage se déroula en silence, à l'exception du grincement des roues et des avertissements occasionnels du conducteur. Dernière chance de changer d'avis, mademoiselle. North Ranch apparut au sommet d'une colline, une modeste cabane nichée contre des pentes couvertes de pins, avec un corral abritant 3 beaux chevaux et du bétail paissant dans la plaine au-delà. Ce n'était pas l'avant-poste désolé qu'elle avait imaginé, mais le refus du conducteur de s'approcher plus près que la barrière lui en disait long sur les superstitions locales. « Je vais marcher à partir d'ici, » dit-elle en ramassant son sac de voyage. « Mademoiselle Turner, reconsidérez votre décision, » insista le conducteur. « Il y a des postes vacants à l'hôtel. Même le saloon serait plus sûr que... » « Merci de votre sollicitude, » l'interrompit-elle en lui glissant des pièces dans la paume. « Je me débrouillerai. » Le chauffeur hésita, puis, visiblement à contre-cœur, fit demi-tour avec son chariot, laissant Sarah seule à l'entrée du North Ranch. En marchant sur le chemin de terre qui menait à la cabane, Sarah remarqua le jardin bien entretenu, la clôture solide, le porche propre et balayé. Quels que fussent les démons qui hantaient Blake Holloway, la négligence de sa propriété n'en faisait pas partie. Elle était à mi-chemin de la porte lorsque celle-ci s'ouvrit. L'homme qui en sortit était grand et large d'épaules, le visage partiellement caché par un chapeau à large bord. Malgré la chaleur de cet après-midi de mai, il portait une chemise à col haut boutonné jusqu'au cou et un long manteau qui lui arrivait presque aux bottes. Il avait des gants, mais pas les gants d'équitation que portaient habituellement les cow-boys, plutôt des gants en cuir fin qui lui couvraient complètement les poignets. « Vous êtes en infraction, » dit-il d'une voix grave et rauque, comme s'il parlait rarement. Sarah se redressa. « Monsieur Holloway, je suis ici au sujet de votre annonce en ville, celle où vous cherchez une épouse. » Il se raidit et, pendant un instant, il sembla sur le point de se retirer dans la cabane. Au lieu de cela, il descendit lentement les marches et s'arrêta à une distance prudente, à l'ombre de son chapeau. Ses yeux l'observèrent, non pas avec le regard inquisiteur auquel elle s'attendait de la part des hommes, mais avec une méfiance prudente.
Cette annonce a été publiée il y a 3 mois. Pourquoi maintenant? Son accent était inhabituel, pas tout à fait sudiste, avec des accents étrangers. Je suis arrivé à Fort Worth il y a seulement 3 jours. Je m'appelle Sarah Turner, je viens de Philadelphie. Philadelphie, répéta-t-il comme s'il goûtait un mot inconnu. Vous êtes loin de chez vous, mademoiselle Turner. Je n'ai pas de chez moi, répondit-elle simplement. Plus maintenant. Il retira son chapeau, révélant un visage plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être 30 ans, avec des traits qui avaient dû être beaux avant que la vie ne les durcisse. Ses cheveux foncés étaient parsemés de mèches argentées prématurées au niveau des tempes. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, d'un bleu intense qui semblait contenir à la fois la tempête et le calme. Ce n'est pas un arrangement caritatif, dit-il d'un ton neutre. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à cuisiner, faire des réparations, jardiner. En échange, vous aurez un toit, de quoi manger, une protection. Il marqua une pause, l'air mal à l'aise. Et mon nom? Un mariage de convenance, déclara-t-elle. Très pratique. Je travaille du lever au coucher du soleil presque tous les jours. Vous me verrez rarement. Sarah posa son sac de voyage. Avant d'accepter, j'ai mes propres conditions. Je ne tolérerai aucun mauvais traitement. Je ne partagerai pas votre lit à moins que je ne le souhaite. Et j'ai besoin de savoir pourquoi personne en ville ne s'approche de vous. Un muscle se contracta dans sa mâchoire. Les 2 premières conditions sont acceptables. Quant à la troisième, les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Je reste discret, c'est tout. La veuve du magasin général a mentionné une malédiction. Son rire était dur et sec. Des superstitions absurdes. Alors pourquoi les gants, le manteau de poussière en mai? Il se referma comme une porte claquée. Mes conditions incluent qu'aucune question ne soit posée sur mes habitudes ou mon apparence. Si vous ne pouvez pas l'accepter, il n'y a plus rien à discuter. Sarah pesa ses options, les rares qu'elle avait. Retourner en ville avec à peine assez d'argent pour une semaine d'hébergement ou accepter cet étrange arrangement avec un homme qui gardait ses secrets comme un avare garderait son or. J'accepte vos conditions, Monsieur Holloway. S'il était surpris, il ne le montra pas. Nous pouvons nous rendre au tribunal demain. Le juge Wilson vient une fois par semaine pour traiter les affaires judiciaires. Si vite, à moins que vous n'ayez besoin de temps pour réfléchir. Sarah secoua la tête. Non, demain, ça ira. Il acquiesça d'un signe de tête, puis désigna la cabane. Vous pouvez prendre la chambre. Je dormirai dans l'appentis derrière. Ce n'est pas nécessaire. Si, intervint-il d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. La porte de la chambre est équipée d'une serrure. Utilisez-la. Sur ces mots, il prit son sac de voyage et la conduisit vers ce qui allait devenir son nouveau foyer, en maintenant entre eux une distance prudente qui traduisait plus que de la simple courtoisie. L'intérieur de la cabane était étonnamment propre et bien rangé. Une cheminée en pierre dominait un mur, avec un fauteuil à bascule à côté. Des étagères remplies de livres, plus nombreuses qu'elle ne l'aurait imaginé, occupaient un autre mur. La cuisine était simple mais fonctionnelle, avec un poêle en fonte et une table avec 2 chaises qui semblaient rarement utilisées. La chambre est là-bas, dit Blake en désignant une porte au fond de la pièce. Il y a une pompe à eau derrière la maison. Les toilettes sont derrière le jardin. Sarah observa les lieux, remarquant l'absence de touches personnelles. Pas de photos, pas de souvenirs. La cabane ressemblait moins à une maison qu'à un endroit où quelqu'un avait vécu. Merci, Monsieur Holloway. Blake, la corrigea-t-il en posant son sac juste à l'intérieur de la porte de la chambre, prenant soin de ne pas entrer lui-même dans la pièce. Si nous devons nous marier demain, vous feriez mieux d'utiliser mon prénom. Blake, répéta-t-elle, testant la sonorité de ce nom. Quelque chose brilla dans ses yeux, un moment d'attendrissement avant qu'il ne se détourne. Je dois terminer ma journée de travail. Il y a de quoi manger dans le garde-manger si vous avez faim. Avant qu'elle n'ait pu répondre, il était parti. La porte de la cabane se referma fermement derrière lui. Sarah se dirigea vers la fenêtre et le regarda s'éloigner vers le corral, son manteau flottant derrière lui comme des ailes sombres. Même de loin, elle pouvait voir ses épaules raides, l'isolement déterminé dans sa démarche. Dans quoi s'était-elle embarquée? Le palais de justice de Fort Worth était un modeste bâtiment en briques, dont les marches en bois étaient usées par le passage d'innombrables bottes. Sarah portait sa plus belle robe, une robe en coton bleu qui avait connu des jours meilleurs,
mais qui conservait néanmoins un air respectable. Blake, fidèle à lui-même, portait sa chemise à col haut habituelle, des gants et un manteau, malgré la chaleur de la matinée. Le juge Wilson était un homme corpulent, avec des lunettes perchées sur un nez bulbeux. Il haussa les sourcils devant le couple improbable qui se tenait devant lui, mais conduisit la brève cérémonie sans faire de commentaires. Au moment de l'échange des alliances, Blake sortit une simple bague en or qu'il glissa délicatement au doigt de Sarah, sa main gantée effleurant à peine sa peau. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État du Texas, du Texas, je vous déclare mari et femme, déclara le juge, sa voix résonnant dans la salle presque vide. Les seuls témoins étaient le greffier et un adjoint à l'air ennuyé. Il n'y eut pas de baiser pour sceller leur union. Blake se contenta de faire un signe de tête à sa nouvelle épouse et se tourna pour signer le certificat de mariage, son écriture étant étonnamment élégante pour un éleveur. Dehors, alors qu'ils s'apprêtaient à monter dans le chariot qui les avait amenés en ville, le shérif Daniel s'approcha, la main posée nonchalamment sur son étui. « Holé » dit-il en hochant brièvement la tête. « Madame. » Son regard passa de l'un à l'autre, empreint de suspicion. « C'est inattendu. Y a-t-il un problème, shérif? » demanda Blake d'une voix peu neutre. « Je m'assure simplement que la dame sait dans quoi elle s'embarque. » Le shérif se tourna vers Sarah. « Madame Holloway, si vous avez besoin d'aide, mon bureau est toujours ouvert. »« C'est très gentil, shérif, » répondit Sarah d'un ton calme. « Mais je suis exactement là où je veux être. » L'expression du shérif suggérait qu'il doutait de sa santé mentale, mais il souleva son chapeau et s'éloigna, jetant un regard en arrière avec une inquiétude non dissimulée. Le trajet de retour vers North Ranch fut silencieux. Le seul bruit était celui des sabots des chevaux sur la route de terre. Finalement, Sarah rompit le silence. Le shérif semblait très protecteur. Les mains de Blake se crispèrent sur les rênes. Daniels et ses semblables aiment avoir quelqu'un à craindre. Cela les fait se sentir importants. Et ont-ils des raisons de vous craindre? Son profil était impassible. Je n'ai jamais fait de mal à personne dans cette ville. Sarah nota la précision de ses mots. Mais vous avez fait du mal à d'autres ailleurs. Pendant un instant, elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, d'une voix si douce qu'elle faillit ne pas l'entendre, il dit « Seulement à ceux qui le méritaient. » Le chariot franchit la colline surplombant North Ranch, et Blake arrêta les chevaux. « Tu peux encore changer d'avis, » dit-il en regardant droit devant lui. « Nous pouvons retourner en ville et faire annuler le mariage. Personne ne t'en voudrait. » Sarah observa son nouveau mari, la tension dans sa mâchoire, la façon prudente dont il se tenait, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne brise quelque chose de fragile. « J'ai fait un choix, Blake. J'ai l'intention de l'honorer. » Un muscle se contracta dans sa joue. « Alors comprendre bien ceci. Mon passé m'appartient. Ne cherche pas à le connaître. Est-ce une menace? Un avertissement? » Il se corrigea. Certaines choses sont mieux laissées enfouies. Sur cette déclaration énigmatique, il fit claquer son fouet et ils continuèrent vers la cabane qui était désormais sa maison. Les jours s'installèrent dans un rythme régulier. Blake se levait avant l'aube et rentrait après le crépuscule, travaillant au ranch avec une efficacité silencieuse. Sarah s'occupait de la sphère domestique, découvrant que si la cabane était propre, elle manquait de la touche féminine. Elle planta davantage de légumes dans le jardin, disposa des fleurs sauvages dans un vase sur la table et accrocha des rideaux qu'elle avait confectionnés à partir de tissus de rebut. Ils vivaient comme des étrangers polis partageant le même espace. Blake prenait ses repas rapidement, souvent dehors ou à l'autre bout de la table. Il n'enlevait jamais ses gants ou son manteau en sa présence et veillait à maintenir une distance physique entre eux à tout moment. La nuit, fidèle à sa parole, il dormait dans l'appentis derrière la cabane. Parfois, Sarah l'entendait faire les 100 pas ou murmurer dans cette langue étrange dont la veuve avait parlé. Une fois, elle se réveilla au son de ce qui semblait être des halètements douloureux, mais lorsqu'elle alluma une lampe et regarda par la fenêtre, il n'y avait que l'obscurité et le hurlement lointain des coyotes. 2 semaines après leur mariage, Sarah se rendit en ville pour faire des provisions, ignorant les regards curieux et les conversations chuchotées qui la suivaient dans les rues. Au magasin général, la veuve Tate l'accueillit avec une surprise non dissimulée. « Eh bien, tu es toujours en vie, » remarqua la vieille femme en comptant les achats de Sarah. « Plus que certains ne l'auraient cru. Mon mari n'a été que respectueux, » répondit Sarah,
en soulignant le mot « Marie » avec une dignité tranquille. « Marie », répéta la veuve en secouant de la tête. « Dis-moi, dort-il toujours séparément? Se couvre-t-il toujours de la tête aux pieds? » Sarah se raidit. « Nos arrangements sont privés, Madame Tate. » La veuve se pencha vers elle. « Écoute, ma fille, avant que Holloway n'arrive dans la région, on parlait dans le sud de San Antonio d'un mercenaire qui travaillait pour les deux camps pendant les conflits frontaliers. Un homme capable de traquer n'importe qui dans le désert ou la montagne, qui tuait avec une telle efficacité que les villageois mexicains l'appelaient El Marcado, le marqué. Quel est le rapport avec Blake? On dit qu'El Marcado a disparu après un raid qui a mal tourné. Il s'est évaporé comme de la fumée. Et peu après, votre mari est apparu ici, cachant je ne sais quoi sous ses vêtements, parlant cette langue étrange quand il pense que personne ne l'écoute. Sarah rassembla ses achats, les mains fermes malgré le frisson qui la parcourait. Vous ne devriez pas répandre de telles rumeurs, Madame Tate. Elles pourraient être dangereuses. Les yeux de la veuve s'écarquillèrent légèrement. Alors, vous avez vu quelque chose? J'ai vu un homme qui travaille dur et qui tient parole, répondit Sarah fermement. Bonne journée. En quittant le magasin, elle faillit entrer en collision avec le shérif Daniels. Il la stabilisa d'une main tendue, l'air inquiet. Madame Holloway, comment ça va au North Ranch? Très bien, shérif. Merci. Il scruta son visage, à la recherche de signes de détresse. Aucune difficulté avec votre mari? Absolument aucune. Le shérif retira son chapeau et le tourna nerveusement entre ses mains. Madame, je ne veux pas être indiscret, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir à propos de Holloway. Il y a 3 ans, le Dr. Mills a été appelé au Ranch North après qu'un inconnu ait trouvé votre mari effondré sur la route pendant un orage. Le docteur a dit qu'il avait hésité, baissant la voix. Il a dit que le dos de Holloway était couvert de marques qu'il n'avait jamais vues auparavant. Ce n'étaient pas des tatouages, mais plutôt des marques ou des brûlures, formant des motifs qui rendaient le médecin malade à les regarder. Le cœur de Sarah se mit à battre plus fort. Si c'est vrai, on dirait que mon mari a beaucoup souffert. Raison de plus pour qu'il ait droit à son intimité maintenant. Le shérif Daniels remit son chapeau. Soyez prudente, Madame Holloway. Et n'oubliez pas que ma porte vous est toujours ouverte. Sarah acquiesça en signe de remerciement. Mais son esprit était déjà envahi de questions alors qu'elle retournait à North Ranch. Ce soir-là, alors que Blake était assis sous le porche en train de nettoyer son fusil, Sarah lui apporta du café, un petit geste qui faisait désormais partie de leur routine. Elle posa la tasse à côté de lui et, au lieu de se retirer comme d'habitude, s'installa sur la chaise voisine. « Je suis allée en ville aujourd'hui », dit-elle avec désinvolture. Blake acquiesça, concentré sur l'arme qu'il tenait entre ses mains. « Tu as trouvé tout ce dont tu avais besoin? »« Des provisions. »« Oui, et aussi pas mal de ragots. » Ses mains s'arrêtèrent un instant avant de reprendre leur travail méthodique. Les habitants de la ville n'ont pas grand-chose d'autre à faire. Ils semblent particulièrement intéressés par ton passé, quelque chose à propos d'un mercenaire appelé El Marcado. Le fusil tomba bruyamment sur le sol du porche. Blake fixait droit devant lui, le visage figé, respirant par petites bouffées contrôlées. « Qui t'a parlé de ce nom? Est-ce important? Est-ce vrai? » Il se leva brusquement, la dominant d'une intensité qui aurait pu l'effrayer si elle n'avait pas perçu la lueur de peur dans ses yeux. « Je t'ai dit que mon passé n'était pas un sujet de discussion. » Sarah se leva également, refusant de se laisser intimider. « Et j'ai accepté de ne pas remettre en question tes habitudes ou ton apparence. J'ai tenu parole. Je ne t'ai jamais demandé pourquoi tu portais ces gants ou pourquoi tu te couvrais même par cette chaleur. Mais si un danger te suit, un danger qui pourrait m'affecter, j'ai le droit de le savoir. » Pendant un long moment, ils restèrent face à face, le fossé entre eux semblant à la fois immense et mince comme du papier. Finalement, Blake prit la parole, la voix tendue. « Tu ne cours aucun danger. Que s'est-il passé? »« C'est fini. Et les marques sur ton dos, celles que le Dr. Mills a vues. » Le visage de Blake pâlit. Il n'avait pas le droit d'en parler. Il est inquiet. Ils sont tous inquiets. Blake rit amèrement. Ils ont peur. Peur de ce qu'ils ne comprennent pas, de ce qu'ils ne peuvent pas classer. Sarah s'approcha d'un pas, suffisamment pour voir son pouls battre dans sa gorge. « Alors aide-moi à comprendre. » Une expression vulnérable passa sur son visage, un désir si intense qu'elle en eut le souffle coupé. Puis, comme un volet qui se referme,
Son expression se durcit à nouveau. Certaines choses ne peuvent être comprises, Sarah. Elles ne peuvent qu'être endurées. Il ramassa son fusil tombé par terre et se dirigea vers la remise. Ne m'attends pas. Cette nuit-là, un violent orage s'abattit sur la plaine, faisant vibrer les fenêtres de la cabane et illuminant le ciel de zébrures de foudre. Sarah resta éveillée, écoutant la pluie marteler le toit. Un coup de tonnerre particulièrement violent secoua le bâtiment, suivi d'un bruit qui n'appartenait pas à l'orage, un cri de douleur provenant de l'extérieur. Sans hésiter, elle enfila son peignoir, attrapa la lanterne et se précipita vers la porte. La pluie la frappait comme des aiguilles tandis qu'elle se dirigeait vers l'appentis, la lanterne brandie bien haut. Blake, appela-t-elle, sa voix presque perdue dans le vent hurlant. Elle le trouva à genoux dans la boue, la chemise collée au dos, la tête renversée en arrière dans une agonie visible. Un éclair illumina son visage déformé par la douleur. Dans cet instant électrique, Sarah vit quelque chose d'impossible. Les marques sur son dos brillaient à travers le tissu mouillé de sa chemise, pulsant comme de l'argent fondu à chaque coup de foudre. Blake, cria-t-elle en se précipitant vers lui. Restez en arrière. Il haleta en s'éloignant d'elle. Ne me touchez pas. Un autre éclair, plus proche cette fois, et Blake s'effondra en avant, poussant un son guttural plus animal qu'humain. À la lumière de la lanterne, Sarah vit ses mains gantées creuser la boue, le cuir tendu contre quelque chose qui semblait bouger. « Tu as besoin d'aide », insista-t-elle en tendant la main vers lui. « Non !» La force de son cri l'arrêta. « Retourne à l'intérieur, s'il te plaît. » Le désespoir dans sa voix lui brisa le cœur, mais Sarah tint bon. « Pas sans toi. » Rassemblant tout son courage, elle s'approcha et posa la lanterne. La pluie imprégnait sa chemise de nuit alors qu'elle s'agenouillait à côté de lui, assez près pour entendre sa respiration saccadée, mais sans encore le toucher. « Quoi que ce soit, dit-elle doucement, tu n'as plus à y faire face seul. » Blake leva la tête et croisa son regard, les yeux sauvages de douleur et d'autres choses, un espoir désespéré et avide qu'il semblait terrifié de reconnaître. « Tu ne sais pas ce que tu m'offres, murmura-t-il. Alors dis-le-moi. » La tempête faisait rage autour d'eux, mais à cet instant, ils avaient l'impression d'exister dans une bulle de calme, un souffle retenu entre deux battements de cœur. « Je ne peux pas, » finit-il par dire, le visage marqué par l'angoisse. « Mais je peux te montrer. » Lentement, péniblement, Blake se mit à genoux. Les mains tremblantes, il commença à déboutonner sa chemise en soie. Sarah resta immobile, retenant son souffle, tandis qu'il retirait le tissu de son torse, révélant peu à peu ce qu'il avait caché pendant si longtemps. Dans la lumière dansante de la lanterne à travers les rideaux de pluie, Sarah vit les marques, des motifs complexes qui couvraient sa poitrine, ses épaules et ses bras, disparaître sous ses gants. Ce n'étaient pas des tatouages, comme l'avait dit le shérif, ni exactement des brûlures ou des marques. C'était comme si quelqu'un avait gravé de l'argent sous sa peau, créant des motifs et des symboles différents de toutes les langues que Sarah avait jamais vues. Et ils étaient vivants, pulsant au rythme des éclairs, changeant subtilement comme s'ils répondaient à l'énergie de la tempête. « Oh, Blake !» murmura-t-elle, la main se levant involontairement vers la marque la plus proche. « Non !» l'avertit-il en reculant. « Ils réagissent au toucher, aux émotions fortes, aux tempêtes. Est-ce que ça fait mal ?» Un rire creux lui échappa. Toujours, mais pire pendant les éclairs, pire quand il s'arrêtait, déglutissant difficilement. Quand je ressens des choses que je ne devrais pas. L'esprit de Sarah s'emballa, essayant de donner un sens à ce qu'elle voyait. « Qui t'a fait ça ?» L'expression de Blake s'assombrit. « J'étais éclaireur dans l'armée après la guerre. J'ai été séparé de mon unité près de la frontière. Un groupe de personnes m'a trouvé. Ce n'était ni des Apaches, ni des Comanches. Quelque chose de plus ancien. Sa respiration s'accéléra. Ils avaient un rituel. Ils avaient besoin de quelqu'un pour porter un fardeau. Quel fardeau? Il détourna le regard. La honte était évidente dans chaque trait de son corps. Le pouvoir, la connaissance, des choses qui ne sont pas destinées aux hommes. Les marques brillaient davantage tandis qu'il parlait, comme si elles répondaient à ses souvenirs. Ils m'ont retenu pendant 3 jours, ont gravé des symboles sur ma peau, ont versé quelque chose qui brûlait comme du feu liquide dans les blessures, ont prononcé des mots qui m'ont changé. Sarah avait du mal à comprendre ce qu'il lui racontait. Comment ça, changer? Je peux sentir des choses que je ne devrais pas pouvoir savoir sans qu'on me les dise.
Je peux traquer des prouesses qui ne laissent aucune trace. Sa voix se réduisit à un murmure. Et je peux faire des choses qu'aucun homme ne devrait faire. Comme pour lui faire une démonstration, il tendit sa main gantée vers une flaque d'eau qui se formait à proximité. Sarah regarda, incrédule, l'eau ondulée puis s'élever, formant une petite sphère tremblante qui flottait dans l'air entre eux avant de retomber dans la boue. Après m'être échappé, j'ai utilisé ses capacités comme mercenaire, continua Blake, incapable de la regarder dans les yeux. El Marcado. Jusqu'au jour où j'ai traqué un groupe de bandits dans un village. Ils avaient pris des otages. J'avais été engagé pour les éliminer et sauver les captifs. Mais quand j'ai utilisé ce pouvoir, sa voix se brisa. Quelque chose s'est mal passé. L'énergie s'est propagée. Les gens ont brûlé de l'intérieur. Tout le monde, les bandits, les otages, les villageois, disparus en quelques instants. L'horreur de ce qu'il décrivait coupa le souffle à Sarah. Tu ne voulais pas leur faire de mal. L'intention n'a pas d'importance. Leur sang est toujours sur mes mains. Les marques brillaient plus fort, reflétant son angoisse. Je suis venu ici pour m'isoler, pour m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Sarah absorba sa terrible confession, regardant la pluie couler sur sa peau marquée, chaque goutte semblant hésiter avant de glisser sur les motifs argentés. « Et les gants ?» demanda-t-elle doucement. Blake tendit les mains, paumes vers le haut. « Les marques sont plus concentrées ici, plus instables. Si je touche quelqu'un peau contre peau, l'énergie peut se transférer et lui faire du mal. C'est pour ça que tu gardes tes distances, que tu dors dans l'appentis. » Il acquiesça, le visage marqué par la souffrance. « Maintenant, tu comprends pourquoi personne en ville ne s'approche de moi, pourquoi je t'ai mis en garde. » Un autre éclair illumina le ranch, et Blake grimaça lorsque les marques se mirent à pulser en réponse. Sans réfléchir, Sarah s'approcha, sa main flottant juste au-dessus de son épaule, où un symbole particulièrement complexe descendait en spirale vers son cœur. « Je peux ?» demanda-t-elle doucement. La peur passa dans les yeux de Blake. « Sarah, tu ne sais pas ce que tu demandes. Je te demande de toucher mon mari. » Le mot resta suspendu entre eux, chargé d'une signification qu'aucun des deux n'avait reconnue jusqu'à cet instant. Blake ferma les yeux, le conflit se lisant clairement sur son visage. Finalement, presque imperceptiblement, il acquiesça. Le cœur battant, Sarah posa doucement sa paume contre sa peau marquée. Une sensation semblable à de l'électricité statique picota ses doigts, chaude, mais pas douloureuse. Blake se raidit, le souffle coupé, mais le transfert redouté d'énergie nocive ne se produisit pas. « Ça ne fait pas mal, » murmura-t-elle, émerveillée. Blake ouvrit les yeux, l'incrédulité se mêlant à un espoir prudent. « C'est impossible. Toutes les personnes que j'ai touchées depuis... » Sarah appuya sa main plus fermement contre lui, sentant les battements rapides de son cœur. « Je ne suis pas comme les autres. » Quelque chose se brisa dans l'expression de Blake, comme un barrage s'effondrant après avoir retenu un déluge pendant des années. Avec une lenteur atroce, il leva une main gantée et toucha sa joue avec précaution, avec révérence. Comme rien ne lui arriva, il expira dans un soupir tremblant qui aurait pu être un sanglot. « Entre » dit Sarah en se levant et en lui tendant la main. « Tu es resté assez longtemps dans le froid. » À l'abri dans la cabane, Sarah aida Blake à retirer ses gants trempés, révélant davantage les marques argentées sur ses paumes et ses doigts. Il observait son visage avec anxiété, attendant une réaction de dégoût ou de peur qui ne vint jamais. « Est-ce qu'elle s'étend de partout ?» demanda-t-elle en l'aidant à enfiler une chemise sèche qu'il laissa déboutonner. « Oui, » admit-il. « Chaque centimètre de mon corps en est recouvert. Le rituel était complet. » Sarah alluma le feu et il s'assit en devant, plus proche que jamais. Les villageois qui ont fait cela, comment appelaient-ils ces marques? Blake fixait les flammes. Ils ont dit que j'étais marqué par le ciel, choisi pour canaliser la puissance de la tempête. C'était censé être un honneur. Ces mots étaient teintés d'amertume. Ils n'ont pas mentionné la douleur ni le prix à payer, et il n'y a aucun moyen de les faire disparaître. J'ai tout essayé. Laisse-t-on partie de moi maintenant. Il se tourna vers elle, le visage empreint d'une vulnérabilité évidente. Tu devrais partir, Sarah. Trouve quelqu'un de normal, quelqu'un qui puisse te serrer dans ses bras sans craindre de te faire mal. Au lieu de répondre, Sarah tendit la main et prit sa main nue dans la sienne. Les marques pulsèrent une fois au contact,
puis se stabilisèrent en une lueur douce et régulière. Il semble que je puisse te toucher sans danger. Peut-être que cette connexion est plus profonde que tu ne le penses. Une lueur d'espoir fragile et naissante brilla dans les yeux de Blake. Ou peut-être es-tu spécial d'une manière que ni toi ni moi ne comprenons. Ils restèrent assis main dans la main, tandis que la tempête s'apaisait progressivement, laissant derrière elle un monde purifié et le premier pont provisoire entre eux. Au cours des semaines qui suivirent, Blake et Sarah explorèrent les limites de leur lien inattendu. Elle pouvait toucher ses marques sans douleur ni danger, même si elle réagissait toujours à son contact, en brillant doucement et en se réchauffant sous ses doigts. Pour la première fois depuis des années, Blake commença à abandonner ses couches protectrices autour de la cabane, permettant à Sarah de voir toute l'étendue des motifs argentés qui couvraient son corps. Ils sont beaux à leur manière, lui dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis sous le porche, ses manches retroussées pour exposer ses avant-bras, où les marques s'enroulaient comme d'anciennes constellations. Ils sont une prison, répondit Blake, mais sans l'amertume qui avait auparavant teinté de telles déclarations. Mais peut-être une prison plus supportable maintenant. Leur mariage, qui avait commencé comme un arrangement pratique, s'était progressivement transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Blake commença à rentrer plus tôt de son travail quotidien, à s'attarder à table, à enseigner à Sarah le fonctionnement du ranch. Elle, en retour, lui racontait des histoires sur sa vie à Philadelphie, sur son frère qu'elle avait soigné lorsqu'il était atteint de tuberculose, sur son rêve de devenir enseignante avant que les difficultés ne la détournent de son chemin. Un après-midi, Sarah trouva Blake en train d'essayer de réparer une déchirure dans son gant. Ses doigts, peu habitués à un travail aussi délicat, avaient du mal à manier l'aiguille et le fil. « Laissez-moi faire », proposa-t-elle en lui prenant le gant des mains. Pendant qu'elle travaillait, Blake la regardait avec une intensité qui lui réchauffa les joues. « Pourquoi n'as-tu pas peur de moi ?» demanda-t-il soudainement. « De ce que je peux faire. » Sarah réfléchit attentivement à la question. « Je suppose que c'est parce que j'ai vu l'homme derrière le pouvoir, celui qui laisse des fleurs sauvages près de mon assiette au petit déjeuner, qui déplace le lourd seau d'eau avant que je ne me fatigue à le soulever, qui parle à ses chevaux avec plus de tendresse qu'il ne s'autorise avec les gens. » Blake détourna le regard, peu habitué à ce que ses petits gestes d'attention soient remarqués. « Le pouvoir reste dangereux, Sarah. Ce qui s'est passé dans ce village mexicain pourrait se reproduire. Cela s'est-il déjà produit lorsque tu étais calme, en paix? » Il fronça les sourcils. « Non. Toujours quand il y avait de la peur, de la colère, du désespoir. Alors peut-être que la solution n'est pas l'isolement, mais son contraire. » Sarah finit de réparer le gant et le lui rendit. « Peut-être que ce dont tu as besoin, c'est de liens. » Cette nuit-là, Blake ne se retira pas dans la remise comme d'habitude. Au lieu de cela, il demanda avec hésitation s'il pouvait dormir sur le sol de la cabane, juste à l'intérieur de la porte. « C'est ta maison, Blake, » lui rappela Sarah gentiment. « Tu n'as pas besoin de permission. Elle est devenue tienne lorsque tu as franchi le seuil, » répondit-il en étendant un matelas de sol. « Je n'ai jamais voulu présumer. » Alors que Sarah sombrait dans le sommeil, elle entendit la voix calme de Blake dans l'obscurité. « Je n'ai plus fait de cauchemar depuis que tu m'as touché pendant la tempête. » Cette confession resta suspendue dans l'air, tendre et révélatrice. « Je suis contente, » murmura-t-elle en retour. « 6 ans, continua-t-il, à me réveiller en hurlant, à voir leurs visages, ceux des villageois que j'ai tués. Et maintenant, le silence. » Sarah se tourna vers sa voix. Dans la faible lumière de la lune qui filtrait à travers la fenêtre, elle pouvait distinguer sa silhouette, le reflet des marques sur ses bras nus. « Peut-être que tu guéris. » Un long silence s'ensuivit. « Peut-être que je suis enfin pardonné. » La chaleur estivale s'intensifia, apportant avec elle la poussière et la sécheresse qui menaçaient le bétail. Blake travaillait de l'aube au crépuscule, creusant de nouveaux puits, déplaçant le troupeau vers des pâturages plus verts, plus éloignés du ranch. Sarah prit l'habitude de lui apporter son déjeuner là où il travaillait, chevauchant une jument docile qu'il avait dressée spécialement pour elle. Un après-midi, elle le trouva près du ruisseau qui marquait la limite est de leur propriété. Il avait retiré sa chemise à cause de la chaleur accablante, et son torse marqué brillait de sueur tandis qu'il réparait une partie de la clôture. Cette vue lui coupait toujours le souffle, non pas de peur, mais d'une excitation différente qu'elle commençait seulement à reconnaître. « Tu me fixes, » dit Blake sans lever les yeux de son travail.
C'est une belle vue, répondit-elle avec une audace nouvelle. Un sourire se dessina sur ses lèvres, encore assez rare pour être précieux. Le ruisseau est si joli à cette période de l'année. Je ne parlais pas du ruisseau. Les mains de Blake s'immobilisèrent sur le poteau de la clôture et il se tourna vers elle. Quelque chose avait changé entre eux ces dernières semaines. Un courant sous-jacent à leur amitié prudente. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec l'été texan. Sarah, commença-t-il, la voix rauque, l'émotion contenue. Avant qu'il ne puisse continuer, le bruit de chevaux approchant interrompit le moment. Blake se raidit immédiatement, cherchant sa chemise et ses gants. Reste derrière moi, ordonna-t-il, toute douceur disparaissant de son expression. 3 cavaliers apparurent au détour du ruisseau, des hommes au visage dur, les vêtements couverts de la poussière d'un long voyage. Le chef, un homme au visage balafré avec une étoile argentée épinglée sur son gilet, fit s'arrêter son cheval lorsqu'il aperçut Blake et Sarah. « Eh bien, dit l'homme d'un ton traînant, si ce n'est pas El Marcado en personne. La chasse a été longue, mais chaque kilomètre en valait la peine. » Blake se plaça devant Sarah dans une posture protectrice, mais d'une voix calme. « Vous vous trompez, étranger. Je m'appelle Holloway. C'est mon ranch. » L'homme éclata d'un rire qui ressemblait au grincement de pierre. « Oh, je sais comment vous vous faites vous appeler ces jours-ci. Je suis Marshall Wade Collins. Ces messieurs sont des adjoints des Texas Rangers. » Il tapota la pochette contenant les mandats accrochés à sa ceinture. « Nous avons fait un long chemin pour vous traduire en justice, Marcato. » Sarah sentit l'attention de Blake comme une force physique. « De quoi êtes-vous accusé? » demanda-t-elle en s'avançant. Malgré les efforts de Blake pour la protéger, Colin lui jeta un regard dédaigneux. 57 chefs d'accusation pour meurtre. Tout le village de Santa Helena, et il y a 6 ans. C'était un accident, dit Blake doucement. Je n'avais pas l'intention. Gardez ça pour le juge, l'interrompit Collins, même si je doute qu'il soit intéressé par les excuses d'une sorcière. Le marshal met pied à terre, la main posée sur son pistolet. Éloignez-vous de lui, madame. Avec un homme comme lui, on ne sait jamais quelle influence néfaste il pourrait avoir sur une femme. Cette femme est ma femme, déclara Blake d'un ton neutre. Et elle ne va nulle part, répondit Collins en haussant un sourcil. Votre femme, que Dieu vous vienne en aide. Il secoua la tête d'un air faussement triste. Madame, quel que soit le sort qu'il vous a jeté, nous pouvons vous aider. Il existe de bons médecins chrétiens qui traitent ce genre d'affliction de l'esprit. La colère de Sarah s'enflamma. La seule affliction ici, c'est votre ignorance, Marshall. Mon mari s'est construit une vie honnête. Ce qui s'est passé dans son passé était monstrueux, conclut Collins. J'ai vu les conséquences à Santa Helena. Des corps tordus comme s'ils avaient été brûlés de l'intérieur. Des enfants, dit-il d'une voix dure. Personne ne peut s'en remettre. L'un des adjoints mit pied à terre et sortit son arme. Venez sans faire d'histoire, Marcato. Où nous vous emmènerons de force. La main de Blake trouva celle de Sarah, la serra une fois, puis la repoussa doucement. Retourne à la cabane, Sarah. Blake, non, s'il te plaît. Son regard croisa celui de Sarah, lui transmettant 1000 choses en un seul coup d'œil. Fais-moi confiance. Quelque chose dans son expression la fit reculer, même si tout en elle se rebellait à l'idée de le quitter. Collins remarqua cet échange avec intérêt. Eh bien, n'est-ce pas étonnant? Les Marquets ont des sentiments après tout. Sa main se posa sur son arme. Cela rend la chose encore plus satisfaisante. Avant qu'il ne puisse dégainer, Blake se déplaça avec une rapidité surprenante. Les marques sur sa peau exposée se mirent à briller, pulsant d'une énergie bleu-blanc. Les chevaux des adjoints se cabrèrent de panique, jetant l'un des cavaliers à terre. « J'ai passé 6 ans à apprendre à me contrôler », dit Blake d'une voix étrangement calme, tandis que l'énergie crépitait visiblement autour de ses mains. « À tester mes limites, à comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. » Collins tira, mais la balle passa loin de sa cible, Blake ayant esquivé le coup avec une rapidité surhumaine. Les yeux du marshal s'écarquillèrent de peur, et son air fanfaron disparut de son visage. « L'abomination des histoires, murmura-t-il. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, continua Blake en avançant lentement. Et je ne te ferai pas de mal maintenant si tu quittes mes terres et ne reviens jamais. Le deuxième adjoint tira, la balle effleurant l'épaule de Blake. Du sang jaillit de la blessure, mais les marques ne firent que briller davantage en réponse. D'un geste qui semblait presque désinvolte, Blake dirigea une impulsion d'énergie vers l'arme de l'homme.
L'arme s'échappa de sa main et atterrit dans le ruisseau dans une gerbe d'éclaboussures, Collins reculant vers son cheval. Ce n'est pas fini, Marcato. Si, rétorqua Blake, parce que si vous vous en prenez à nouveau à moi ou à ma femme, je ne ferai pas preuve de retenue. Pour illustrer son propos, il se tourna vers un arbre mort qui se trouvait à proximité. Tendant une main, il libéra un flux d'énergie concentrée qui frappa le tronc, qui explosa en éclats. Le bois se carbonisa instantanément, comme frappé par la foudre. La démonstration eut l'effet escompté. Collins et ses adjoints battirent en retraite, montant à cheval à la hâte et s'éloignant au galop du ranch. Blake s'effondra à genoux, la lueur de ses macs s'estompant. Sarah se précipita à ses côtés, examinant les écharpes grises sur son épaule. « Tu saignes, dit-elle en déchirant un morceau de son pédicode pour panser la blessure. « Ce n'est rien, la rassura-t-il, bien que son visage fût pâle à cause de l'effort. Ils ne reviendront pas. Comment peux-tu en être sûr? Un sourire sinistre effleura ses lèvres. La peur est un puissant moyen de dissuasion. Et maintenant, ils me craignent plus qu'ils ne me haïssent. Alors qu'elle soignait sa blessure, les mains de Sarah tremblaient légèrement. J'avais peur que tu les tues. À une époque, je l'aurais fait, admit-il, mais je ne suis plus celui que j'étais. Il saisit sa main et la pressa contre sa poitrine, là où les marques les plus complexes s'enroulaient en spirale autour de son cœur. Ce pouvoir n'a pas besoin de détruire. Je suis en train de l'apprendre. Dans ses yeux, Sarah vit quelque chose de nouveau. Pas seulement le contrôle de ses capacités, mais une réconciliation avec elle. Une acceptation de qui et de ce qu'il était. « Viens, dit-elle en l'aidant à se relever. Rentrons à la maison. La confrontation avec Marshall Collins marqua un tournant. Cette nuit-là, Blake ne dormit pas par terre ni dans l'appentis. Au lieu de cela, avec une vulnérabilité tremblante, il demanda s'il pouvait s'allonger à côté de Sarah dans leur lit. Juste pour dormir, précisa-t-il, l'incertitude dans sa voix révélant à quel point cette demande le mettait mal à l'aise. Sarah répondit en écartant les couvertures dans une invitation silencieuse. Ils s'allongèrent côte à côte, sans se toucher au début, l'espace entre eux chargé de possibilités. Puis Sarah tendit la main et prit celle de Blake dans la sienne. Les marques sur sa peau réagirent immédiatement, brillant doucement dans l'obscurité de leur chambre. « Elle t'aime bien, » murmura Blake, émerveillé. Les marques. Elles n'avaient jamais réagi ainsi auparavant. Calme, presque heureuse. Sarah se rapprocha, posant sa tête contre son épaule. Peut-être savent-ils ce que je commence seulement à comprendre. Qu'est-ce que c'est? Elle suivit du doigt une ligne argentée qui serpentait le long de sa clavicule. Que tu n'étais pas maudit ce jour-là au Mexique. Tu as été choisi. Blake retint son souffle. Choisi pourquoi? Je ne sais pas encore, admit Sarah. Mais je crois que ce n'était pas le fruit du hasard, et je crois que j'étais destiné à te trouver. Il se tourna vers elle, les marques illuminant ses traits d'une douce lumière éthérée. Pourquoi le destin aurait-il amené quelqu'un comme toi à quelqu'un comme moi? Peut-être parce que nous avions tous deux besoin de guérir, suggéra-t-elle. Des blessures différentes, mais une guérison néanmoins. La main nue et sans marque de Blake se leva pour caresser son visage avec une infinie douceur. Je n'aurais jamais pensé pouvoir toucher à nouveau quelqu'un sans crainte. Je n'aurais jamais pensé vouloir le faire. Et maintenant, sa réponse n'était pas en mots. Lui laissant tout le temps de se retirer, Blake se pencha vers elle et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut d'abord hésitant, puis s'intensifia lorsque Sarah répondit avec une passion qui les surprit tous les deux. Les marques sur le corps de Blake pulsaient au rythme de leurs battements de cœur accélérés, baignant la pièce d'une douce lumière argentée. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Blake regarda ses mains avec étonnement. Les marques y brillaient, mais pas avec l'intensité douloureuse qui accompagnait le stress ou le danger. Au contraire, elles scintillaient comme des étoiles sous sa peau. « Elles n'ont jamais fait ça auparavant, » murmura-t-il. Sarah sourit et le serra à nouveau contre elle. Peut-être qu'elles attendaient, tout comme toi. Cette nuit marqua le véritable début de leur mariage. Alors que l'été laissait place à l'automne, Blake et Sarah se rapprochèrent à tous les niveaux. Émotionnellement, physiquement, spirituellement. Les marques qui avaient longtemps été un fardeau pour Blake devinrent quelque chose qu'ils partageaient tous les deux. Un lien étrange et magnifique qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment, mais qu'ils chérissaient tous les deux. La nouvelle de l'échec de Marshall Collins à capturer El Marcado se répandit dans tout le territoire.
Certaines histoires racontaient que Blake avait invoqué des démons pour chasser le shérif. D'autres affirmaient qu'il s'était transformé en une créature d'un autre monde sous leurs yeux. Le résultat était toutefois le même. North Ranch restait tranquille, ses frontières respectées par crainte superstitieuse. En ville, les attitudes changèrent subtilement. Sarah n'était plus accueillie par des murmures inquiets, mais par une déférence prudente qui frisait le respect. La veuve Tate, qui n'avait jamais admis que ses jugements avaient pu être hâtifs, se mit à s'enquérir de votre mari avec un intérêt sincère. Il va bien, répondait simplement Sarah. Nous allons bien tous les deux. Même le shérif Daniel semblait avoir revu son jugement, soulevant respectueusement son chapeau lorsqu'il se croisait lors des rares occasions où Blake accompagnait Sarah à Fort Worth. Madame Holloway, disait-il, ses yeux s'attardant avec curiosité sur les mains gantées de Blake avant de passer son chemin. À l'approche de l'hiver, Sarah commença à soupçonner un nouveau changement dans leur vie qui la remplissait à la fois de joie et d'appréhension. Lorsque ces règles ne se présentèrent pas pour la deuxième fois, elle sut qu'elle ne pouvait plus nier cette possibilité. Elle choisit une soirée tranquille pour faire part de ses soupçons à Blake. Ils s'assirent devant la cheminée, Sarah raccommodant une chemise, tandis que Blake sculptait un petit cheval en bois, un passe-temps qu'il avait récemment adopté pour occuper ses mains pendant les longues soirées d'hiver. Je crois que je suis enceinte, dit-elle, les mots tombant dans le silence confortable qui régnait entre eux. Les mains de Blake s'immobilisèrent, le couteau à sculpter suspendu à mi-course. Un enfant, répéta-t-il comme pour tester le concept. Notre enfant, dit Sarah en posant sa couture, étudiant son expression à la recherche d'un signe de détresse. Oui. Blake posa soigneusement la sculpture et le couteau sur la table avant de s'agenouiller aux pieds de Sarah, les yeux au niveau des siens, remplis d'un mélange complexe d'émotions. Es-tu certaine? Aussi sûr qu'on peut l'être sans confirmation médicale. 2 mois sans cycle menstruel, des nausées matinales, les signes sont là. Sa main s'attarda sur son ventre encore plat, hésitante. Je peux? Sarah guida sa main pour qu'il la pose sur son ventre. Bien sûr. Le toucher de Blake était respectueux, mais son expression s'assombrit soudainement. Les marques, dit-il, la voix tendue par une nouvelle crainte. Et si? Et si elle se transmettait à notre enfant? Et s'il ou elle héritait de ce fardeau? C'était une possibilité que Sarah avait envisagée pendant ses nuits d'insomnie. Nous ne savons pas si ce sera le cas, raisonna-t-elle. Et si c'est le cas, l'enfant nous aura pour le guider, pour lui enseigner ce que tu as dû apprendre seul. L'autre main de Blake se posa sur sa poitrine, où la marque centrale palpitait sous l'effet de son agitation. Aucun enfant ne mérite cela. Aucun enfant ne mérite d'être rejeté non plus, rétorqua Sarah doucement. Et cet enfant sera aimé, marqué ou non. L'inquiétude ne quittait pas les yeux de Blake, mais quelque chose d'autre s'y ajoutait. De la détermination et, sous-jacente, une joie fragile et grandissante. Une famille, murmura-t-il, un concept qui lui était encore clairement étranger. Quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles se sont avérées fausses, lui rappela Sarah, en couvrant sa main de la sienne, posée contre la sienne. Blake se leva et l'attira dans une étreinte prudente. Contre ses cheveux, il murmura « Je vous protégerai tous les deux, quoi qu'il en coûte. » Cette nuit-là, Sarah se réveilla et trouva le côté du lit de Blake vide. Suivant une faible lueur, elle le trouva dans ce qui avait autrefois été un débarras adjacent à leur chambre. Il était torse nu, les marques sur son torse fournissant suffisamment de lumière pour travailler tandis qu'il mesurait du bois et consultait un papier avec des croquis. Blake. Il se retourna, l'embarras se lisant sur son visage à l'idée d'avoir été découvert. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé que je pourrais commencer. Sarah s'approcha, examinant son travail. Un berceau. Ce n'est pas encore grand-chose, dit-il en passant la main sur les débuts grossiers de ce qui allait clairement devenir une pièce magnifiquement travaillée. Je me suis souvenu que mon père en avait fabriqué un pour mon petit frère. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais un jour à en construire un moi-même. Sarah toucha les coins soigneusement assemblés, remarquant la précision de son travail. C'est parfait. Blake posa ses outils et se tourna vers elle. Je veux être un bon père, Sarah, mais je ne sais pas si je me souviens comment un bon père se comporte. Cela fait très longtemps que je n'en ai pas eu. La vulnérabilité de son aveu fit mal au cœur à Sarah. Tu possèdes déjà toutes les qualités d'un bon père, lui assura-t-elle. La patience, la douceur,
La force, la protection et le reste, nous l'apprendrons ensemble. Alors que l'hiver s'installait sur North Ranch, apportant avec lui de longues soirées au coin du feu et des matins où le givre recouvrait les fenêtres, Blake et Sarah se préparèrent à l'arrivée de leur enfant. Le berceau prit forme sous les mains expertes de Blake, orné de motifs sculptés, qui faisaient peut-être inconsciemment écho à ses propres marques. Sarah cousit de minuscules vêtements qu'elle rangea dans un coffre fabriqué par Blake. Chacun d'entre eux témoignait de la vie qui grandissait en elle. La protection de Blake s'intensifia à mesure que la grossesse de Sarah avançait. Il engagea 2 ouvriers agricoles pour s'occuper du bétail, ce qui lui permit de rester plus près de la cabane. Les 2 frères du Minnesota, venus dans le sud à la recherche d'un climat plus chaud, étaient suffisamment bien payés pour ne pas remettre en question les excentricités de leur employeur, et Blake prenait soin de garder ses gants et ses manches longues en leur présence. Au début du 5e mois de grossesse de Sarah, Blake insista pour qu'il consulte le médecin à Fort Worth. Le Dr. Mills, le même médecin qui avait examiné les marques de Blake des années auparavant, fut visiblement surpris lorsqu'ils entrèrent ensemble dans son cabinet. Madame Holloway, Monsieur Holloway, les salua-t-il, les yeux curieux passant d'un membre à l'autre de ce couple improbable. Qu'est-ce qui vous amène en ville? Ma femme est enceinte, déclara Blake d'une voix neutre mais vigilante. Nous voulons nous assurer que tout se passe comme il se doit. Si le Dr. Mills trouvait étrange que cet homme marqué et solitaire se soit non seulement marié, mais ait aussi conçu un enfant, il conserva son sang-froid professionnel. Bien sûr, je vous en prie, Madame Holloway, allongez-vous sur la table d'examen. Alors que le médecin commençait son examen, Blake restait à proximité, la tension évidente dans chaque ligne de son corps. Lorsque le Dr. Mills appuya sur le ventre arrondi de Sarah, les mains de Blake se crispèrent involontairement, le cuir de ses gants craquant. Tout semble en ordre, annonça finalement le médecin. Le cœur bat fort, la taille est bonne pour 5 mois. Vous êtes en excellente santé, Madame Holloway. Blake fut visiblement soulagé, mais il resta vigilant. Et l'enfant, il est normal. Le Dr. Mills jeta un regard perçant à Blake, comprenant la question qu'il ne posait pas. D'après ce que je peux déterminer, oui, mais bien sûr, il reste encore beaucoup de développement à venir dans les mois à venir. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le médecin hésita, puis s'adressa directement à Blake. Monsieur Holloway, puis-je vous parler en privé un instant? Il s'agit d'une question médicale. Blake échangea un regard avec Sarah, qui lui fit un signe de tête rassurant. Attends-moi dehors, lui dit-il. Je ne serai pas long. Lorsque Sarah fut partie, le Dr. Mills ferma la porte et se tourna vers Blake avec un professionnalisme direct. Je n'ai jamais rien vu de tel que ce que j'ai observé sur votre corps ce jour-là, Holloway. Jamais en 30 ans de carrière. Et je me suis souvent demandé ce que vous étiez devenu. Blake se raidit. Comme vous pouvez le voir, je me suis construit une vie. En effet, le médecin caressa sa barbe d'un air pensif. Une guérison remarquable, compte tenu de votre état. Ces marques, elles étaient enflammées, pulsantes. Elles semblaient presque vous consumer de l'intérieur. Où voulez-vous en venir, docteur? Je veux dire que j'ai fait des recherches depuis. J'ai consulté des collègues spécialisés dans les phénomènes inhabituels. L'un d'eux a mentionné d'anciens rituels tribaux pratiqués au fin fond du Mexique. Il les appelait scarking. Blake se figea et selon mon collègue, aucun porteur de ces marques n'avait jamais survécu plus d'1 an après le rituel. Le pouvoir finit par submerger le réceptacle humain. Le Dr. Mills étudia Blake avec un intérêt clinique. Pourtant, 6 ans plus tard, vous êtes toujours là, non seulement vivant, mais apparemment en pleine forme. Je me demande pourquoi. Peut-être que les informations de votre collègue étaient incomplètes. Peut-être que le médecin était d'accord. Ou peut-être que quelque chose ou quelqu'un a changé la donne. Blake se dirigea vers la porte, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. Si c'est tout, docteur, juste une dernière chose, dit le Dr. Mills. Ces marques sont liées aux forces élémentaires selon les textes. La tempête, le feu, la terre. Lorsqu'une personne marquée conçoit un enfant, il hésita. Eh bien, les récits ne sont pas clairs, mais ils suggèrent que l'enfant pourrait hériter de certaines qualités. Merci pour l'examen, dit Blake sèchement, la main sur la poignée de la porte. Envoyez votre facture au ranch. Dehors, Blake trouva Sarah qui l'attendait, le visage s'illuminant à sa vue. Elle ne lui posa pas de questions sur sa conversation privée avec le médecin, sentant son malaise.
Au lieu de cela, elle prit son bras tandis qu'ils se dirigeaient vers leur chariot. Je pensais que nous pourrions passer au magasin général avant de rentrer à la maison, suggéra-t-elle. J'ai besoin de tissus pour des couvertures de bébé. Blake acquiesça distraitement, l'esprit clairement ailleurs. Alors qu'il passait devant le bureau du shérif, une affiche punaisée au mur attira son attention. Il s'arrêta brusquement, fixant le dessin grossier d'un homme avec des marques visibles sur ses mains exposées. En dessous, des lettres en gras proclamaient Recherchez El Marcado, récompense de 500 $. Blake? Sarah tira sur sa manche. Qu'y a-t-il? Avant qu'il n'ait pu répondre, le shérif Daniels sortit de son bureau et se figea en les apercevant. Holloway. Madame Holloway. Son regard se posa sur l'affiche, puis revint sur Blake. Je ne m'attendais pas à vous voir en ville aujourd'hui. Blake fit un signe de tête en direction de l'affiche. Je pensais que Collins avait abandonné ses recherches. Le shérif se dandina, mal à l'aise. Elle est venue du bureau du marshal territorial il y a 2 jours. Collins a recueilli des témoignages. Il monte son dossier. Je vois. La voix de Blake était neutre, mais Sarah sentait la tension qui émanait de lui. Le shérif Daniels s'éclaircit la gorge. Pour ce que ça vaut, ce n'est pas moi qui l'ai affiché. Mon adjoint l'a fait sans me consulter. Il hésita, puis ajouta Je vous connais depuis 5 ans, Holloway. Je ne vous ai jamais vu faire de mal à qui que ce soit dans cette ville. Ce qui s'est passé avant votre arrivée ici ne regarde que moi et Dieu, conclut Blake. Merci, shérif. Alors qu'il continuait vers le magasin général, Sarah serra fermement le bras de Blake. Qu'est-ce que cela signifie? Vont-ils revenir vous chercher? Blake avait l'air sombre. Tôt ou tard, les hommes comme Collins n'abandonnent pas facilement une proie. Que ferons-nous? Il recouvrit sa main de la sienne. Pour l'instant, rien ne change. Nous nous préparons pour notre enfant. Nous vivons notre vie. Il serra les mâchoires, mais nous devrons être prêts au cas où. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, Sarah sentit le bébé bouger pour la première fois, comme un battement d'ailes de papillon dans son ventre. Elle eut le souffle coupé et guida la main de Blake vers l'endroit. « Je ne sens rien, dit-il, la déception perceptible dans sa voix. « C'est encore trop faible, le rassura-t-elle. Dans 1 mois ou 2, les coupes de pied seront assez forts. » Blake garda sa main sur son ventre arrondi, comme s'il voulait entrer en contact avec la vie qui grandissait en elle. Après un long moment, il parla, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Et si le Dr. Mills avait raison? Et si notre enfant héritait de ses marques? » Sarah posa sa main sur la sienne. « Alors nous l'aimerons encore plus fort et lui apprendrons que la différence n'est pas une malédiction, mais un cadeau. Et Collins l'affiche. Nous affronterons cela ensemble si cela arrive. » Elle se tourna vers lui pour croiser son regard troublé. « C'est notre maison, Blake. Notre vie. Je ne laisserai personne nous l'enlever sans me battre. » Un petit sourire effleura ses lèvres. « Depuis quand es-tu devenue si féroce, Sarah Turner? »« Depuis que je suis devenue Sarah Holloway, » répondit-elle. « Depuis que j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. » Le printemps arriva dans les plaines du Texas, peignant la terre de fleurs sauvages et d'herbes vertes. La grossesse de Sarah entrait dans son 7e mois, son ventre désormais bien arrondi sous ses robes. L'enfant était actif, donnant des coups de pied si forts que Blake pouvait les sentir, son visage se transformant d'émerveillement chaque fois que de petits pieds ou de petites mains appuyaient contre sa paume. L'avis de recherche affiché en ville avait attiré l'attention. 3 chasseurs de primes étaient passés par Fort Worth pour poser des questions sur El Marcado, mais jusqu'à présent, aucun n'avait osé s'aventurer jusqu'au North Ranch. Le shérif Daniels, avec ses manières bourrues, était devenu une sorte d'allié, décourageant les poursuivants avec des récits sur les capacités surnaturelles de Blake. « Je lui ai dit que tu pouvais appeler la foudre par Tom Clare », avait-il informé Blake lors d'une rencontre fortuite devant la banque. « Il m'a dit que le dernier type qui t'avait poursuivi avait été retrouvé retourné comme un gant. » Malgré ses mensonges protecteurs, Blake restait vigilant. Il apprit à Sarah à utiliser un fusil, plaça des réserves de provisions à des endroits stratégiques autour de leur propriété et établit des itinéraires de fuite au cas où ils devraient s'enfuir rapidement. « Je ne vivrai pas dans la peur », protesta Sarah un après-midi, lorsque Blake lui montra un compartiment secret qu'il avait construit sous le plancher de la cabane et qui contenait de l'argent,
des munitions et des documents. Pas dans ma propre maison. Ce n'est pas de la peur, corrigea Blake. C'est de la préparation. Il y a une différence. À l'approche de la date prévue pour l'accouchement, Sarah insista pour qu'ils organisent une petite réunion au ranch, une décision audacieuse pour Blake, qui évitait les interactions sociales depuis des années. La liste des invités était modeste. Le shérif Daniels, la veuve Tate, dont l'attitude s'était considérablement adoucie, le docteur Mills et les frères Minnesota qui s'occupaient de leur bétail. Les gens doivent en voir que nous n'avons rien à cacher, avait argumenté Sarah lorsque Blake avait initialement résisté à l'idée, que nous étions juste une famille qui se préparait à accueillir un enfant. L'après-midi de la réunion arriva avec un temps printanier parfait. Blake avait fabriqué des chaises supplémentaires pour l'occasion et Sarah avait préparé un festin qui remplissait leur modeste table. Lorsque le premier chariot apparut à l'horizon, Blake se tint sur le porche, les mains gantées jointes derrière le dos, l'image même de la tension contenue. « Tout ira bien », lui assura Sarah en lissant le devant de sa plus belle robe de maternité. « Sois toi-même, c'est tout. » Blake lui lança un regard sévère. « C'est précisément ce qui m'inquiète. » À la surprise générale, la réunion fut un succès. Le shérif Daniels apporta un cheval en bois sculpté à la main pour le bébé. La veuve Tate offrit une courte pointe qu'elle avait secrètement confectionnée pendant des mois. Les frères du Minnesota, Anders et Sven, présentèrent un mobile fabriqué à partir d'os de bétail qu'ils avaient poli jusqu'à obtenir une texture lisse comme de l'ivoire. Même Blake se détendit progressivement, bien qu'il ait gardé ses gants et ses manches longues, malgré la chaleur de la journée. Lorsque le Dr. Mills engagea la conversation avec lui sur les techniques d'élevage, un intérêt sincère remplaça l'évaluation clinique qui se lisait habituellement dans le regard du médecin. Sarah vit les épaules de son mari se détendre progressivement. Alors que le crépuscule approchait et que les invités se préparaient à partir, un dernier chariot apparut sur la route menant au ranch. Blake se raidit immédiatement et se plaça aux côtés de Sarah sous le porche. « Attendez-vous quelqu'un d'autre ?» demanda-t-il doucement. Sarah secoua la tête, une main posée protectrice sur son ventre arrondi. Le shérif Daniels s'avança, la main posée sur son étui, alors que le chariot se rapprochait. « Restez en arrière », conseilla-t-il à Blake et Sarah. Ce n'était peut-être rien, mais le chariot s'arrêta à la barrière. Deux silhouettes étaient assises sur le banc. Un vieil homme ridé, à la peau tannée comme du cuir. Et à côté de lui, une jeune femme aux traits saisissants et aux longs cheveux noirs striés d'argent, malgré son apparente jeunesse. « Blake », murmura Sarah, en lui saisissant le bras. Les cheveux de la femme. Blake l'avait déjà remarqué. Les mèches argentées dans les cheveux de la femme reflétaient les siennes, exactement au même endroit. Alors qu'il les observait, les deux inconnus levèrent les mains en signe de paix, révélant des marques argentées sur leurs poignets, visibles même à distance. « Marquées par le ciel », murmura Blake, la voix empreinte d'incrédulité. « Comme moi. » Avant que quiconque puisse l'arrêter, Blake s'engouffra dans le chemin menant à la porte. Le shérif Daniels l'appela, mais Blake lui fit signe de le laisser faire. « Tout est là, comme moi. » Sarah le suivit malgré les tentatives du Dr. Mills de la retenir sous le porche. « Madame Holloway, dans votre état, ils sont venus voir mon mari, » dit-elle fermement. « Je serai à ses côtés. » Lorsqu'ils arrivèrent à la porte, le vieil homme prit la parole le premier, avec son accent prononcé et mélodieux. « El Marcado, le chasseur, nous vous avons longtemps cherché. » Blake resta sur ses gardes. « Comment m'avez-vous trouvé? » La femme répondit, sa voix ayant le même accent mélodieux. Les marques s'appelaient à distance, comme si elles se reconnaissaient entre elles. Elle remonta sa manche, révélant des motifs argentés complexes identiques à ceux de Blake. « Nous sommes le clan du ciel. »« Une famille, » répéta Blake, sceptique. « Ceux qui m'ont marqué m'ont laissé mourir quand le pouvoir s'est avéré plus fort qu'ils ne l'avaient prévu. » Le vieil homme secoua tristement la tête. « Ceux qui t'ont marqué n'étaient pas de véritables membres du clan du ciel. C'étaient des imitateurs qui utilisaient des connaissances volées sans en comprendre le but. » Il fit un geste vers la jeune femme. « Elena est ma petite fille, née avec les marques comme moi, comme tous les véritables membres du clan du ciel. » Sarah s'avança, une main protectrice posée sur son ventre. « Née avec, pas marquée rituellement. » La femme Alina acquiesça, le regard baissé sur la grossesse de Sarah. «
Oui, et votre enfant le sera peut-être aussi si les marques du père se sont vraiment liées à lui. La main de Blake trouva celle de Sarah et la serra fermement. Comment savez-vous pour notre enfant? Nous savons beaucoup de choses, Hunter, répondit le vieil homme. Nous savons que vous avez souffert, que vous avez lutté pour contrôler des pouvoirs que vous n'avez jamais demandés, que vous avez craint de transmettre ce fardeau à votre enfant. Il tendit une main ridée. Nous sommes venus vous aider, si vous nous le permettez. Le shérif Daniel s'approcha, la main toujours sur son arme. Holloway, ces gens vous causent des problèmes? Blake secoua lentement la tête, les yeux rivés sur les étrangers. Non, shérif, ce sont des invités. Il se tourna vers Sarah, le conflit évident dans son expression. Qu'en penses-tu? Sarah observa le couple à la porte. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Alena qui lui semblait familier, une connaissance qui lui rappelait Blake lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Je pense que nous devrions écouter ce qu'ils ont à dire. Alors que les autres invités partaient en jetant des regards curieux en arrière, le vieil homme qui s'était présenté comme Miguel et Alina furent invités à entrer dans la cabane. Pendant que Sarah préparait le café, Blake s'assit en face d'eux à la table, toujours sur ses gardes. Vous avez dit que les personnes qui m'ont marqué étaient des imitateurs, commença-t-il. Que vouliez-vous dire? Le visage ridé de Miguel se plissa de tristesse. La marque du ciel est un héritage sacré transmis de génération en génération depuis des milliers d'années. Mais il y a un siècle, une partie de notre savoir a été volée par des étrangers qui pensaient pouvoir exploiter ce pouvoir par le seul biais de rituels. Ils ont capturé des voyageurs, poursuivit Elina, les ont marqués de force, essayant de créer des réceptacles pour un pouvoir qu'ils ne pouvaient pas contrôler eux-mêmes. Son regard croisa celui de Blake avec une profonde compréhension. La plupart sont morts en quelques jours, consumés par une énergie que leur corps rejetait. Mais pas à moi, dit Blake doucement. Non, tu as survécu, tu t'es adapté, et maintenant, dit Miguel en désignant Sarah, tu as créé une nouvelle vie. Cela ne s'était jamais produit auparavant avec quelqu'un qui avait été marqué de force. Sarah posa des tasses de café devant leurs invités, puis s'assit à côté de Blake, sa main trouvant la sienne sous la table. Qu'est-ce que cela signifie pour notre enfant? Elena échangea un regard avec son grand-père avant de répondre. Nous pensons que cela signifie que le corps de votre mari a véritablement accepté les marques, les a intégrées à lui-même plutôt que de les considérer comme une force envahissante. Et si c'est vrai, l'enfant pourrait naître en tant que véritable membre du clan Sky, conclut Miguel. Le premier depuis des générations à faire le pont entre nos lignées divisées. Blake serra plus fort la main de Sarah. Et si cela se produit, à quoi pouvons-nous nous attendre? Les marques seront subtiles à la naissance, comme des fils d'argent sous la peau. Elles deviendront plus visibles avec l'âge. Alina remonta davantage sa manche, révélant des marques plus étendues. Le pouvoir vient aussi progressivement. D'abord, la connexion avec le temps, la capacité de sentir les tempêtes avant qu'elles arrivent. Plus tard, la capacité d'influencer les éléments. Peut-on le contrôler? Blake posa la question qui occupait clairement son esprit. Sans douleur? Miguel acquiesça lentement. Pour ceux qui sont nés avec, oui, la douleur que vous ressentez est celle de votre corps qui lutte encore contre ce qui lui a été imposé. Il tendit la main par-dessus la table, paume vers le haut. Puis-je? Après un moment d'hésitation, Blake retira un gant et plaça sa main dans celle du vieil homme. Miguel ferma les yeux, ses doigts traçant les motifs argentés. Vous vous êtes remarquablement adapté, murmura-t-il. Mais il y a encore des dommages, des cicatrices là où le pouvoir vous brûle. Il ouvrit les yeux et croisa directement le regard de Blake. Je peux vous enseigner des techniques pour canaliser l'énergie sans douleur afin de vous protéger et de protéger les autres. Une lueur d'espoir fragile mais indéniable apparut dans l'expression de Blake. Et notre enfant, vous pouvez aussi lui enseigner si nécessaire, l'assura Elina. Même si un enfant né avec ce pouvoir aura une affinité naturelle pour le contrôle que vous avez dû apprendre à travers la souffrance. Sarah, qui avait écouté attentivement, se pencha en avant. Pourquoi nous avez-vous cherché? Pourquoi maintenant? Le visage buriné de Miguel devint solennel. Parce que le clan du ciel est en train de mourir. Nous étions nombreux autrefois, mais il ne reste plus qu'une poignée d'entre nous aujourd'hui. Chaque enfant né avec les marques est précieux au-delà de toute mesure, une continuation de la connaissance et du pouvoir qui existe depuis avant l'histoire écrite. Et Alina ajouta doucement,
Parce que nous avons ressenti la douleur de votre mari à travers les distances, la solitude de se croire seul. Un silence s'abattit sur la cabane, rompu seulement par le tic-tac doux de l'horloge que Blake avait construite pour leur cheminée. Dehors, les premières étoiles apparurent dans le crépuscule qui s'intensifiait. Finalement, Blake prit la parole, la voix rauque d'émotion. Restez. Apprenez-moi ce que vous savez. Aidez-nous à préparer notre enfant, quel qu'il soit. Miguel acquiesça, le soulagement se lisant sur son visage buriné. Nous resterons jusqu'à la naissance de l'enfant, et plus longtemps si nécessaire. Alors que la nuit envahissait le ciel, Sarah conduisit leurs invités inattendus dans la chambre d'amis que Blake avait préparée pour le bébé, désormais temporairement réaménagée pour les visiteurs. Lorsqu'elle revint dans leur chambre, elle trouva Blake debout à la fenêtre, contemplant les étoiles, sa chemise déboutonnée révélant les marques sur sa poitrine qui brillaient doucement dans l'obscurité. « Ça va ?» demanda-t-elle en le rejoignant près de la fenêtre. « Je ne sais pas, admit-il. Pendant si longtemps, j'ai cru que j'étais maudit, unique dans ma souffrance. Et maintenant, il désigna la chambre d'amis, j'apprends qu'il y en a d'autres, que ce pouvoir a une histoire, un but au-delà de la destruction. » Sarah l'enlaça par derrière, son ventre gonflé pressé contre son dos. « Tu m'as dit un jour que tu croyais avoir été choisi. C'est peut-être pour cela. » Blake se retourna dans ses bras, posant son front contre le sien. « Si notre enfant naît marqué, alors ils nous auront, compléta Sarah. Et maintenant, d'autres qui comprennent, ils n'auront pas à affronter seuls ce que tu as affronté. Et sinon, s'ils naissent sans marque, Sarah sourit, plaçant sa main sur l'endroit où leur bébé donnait de vigoureux coups de pied. Alors ils seront toujours à nous, toujours parfaits. Les semaines qui suivirent apportèrent des changements remarquables à North Ranch. Miguel et Blake passaient des heures chaque jour à faire ce que le vieil homme appelait des exercices pratiques, destinés à aider Blake à canaliser son pouvoir avec précision plutôt qu'avec douleur. Alina aidait Sarah à préparer l'arrivée du bébé, lui racontant les traditions et l'histoire du clan du ciel. Le changement le plus visible concernait Blake lui-même. Sous la direction de Miguel, il apprit à moduler l'énergie qui avait été son fardeau pendant si longtemps. Les marques réagissaient toujours à ses émotions, pulsant toujours au rythme des tempêtes, mais la douleur qui les accompagnait s'atténuait progressivement. Pour la première fois depuis des années, Blake pouvait utiliser ses capacités sans craindre de perdre le contrôle. « Les marques sont des outils, pas des maîtres », expliqua Miguel lors d'une séance. Alors que Blake s'entraînait à diriger de petits courants d'énergie entre ses mains, elles te connectent à des forces plus grandes que toi, mais c'est toi qui détermines leur expression. Au 8e mois de Sarah, Blake avait suffisamment progressé pour démontrer son nouveau contrôle. Par une soirée claire, il emmena Sarah, Miguel et Alina au point le plus élevé de leur propriété. Là, sous les étoiles éparpillées comme de la poussière de diamant dans le ciel velouté, Blake retira ses gants et sa chemise. « Regardez », dit-il doucement, en tendant les deux mains vers le ciel. Il ferma les yeux pour se concentrer. Les marques sur son torse et ses bras se mirent à briller, non pas avec l'intensité douloureuse dont Sarah avait été témoin lors de la confrontation avec Marshall Collins, mais avec un éclat bleu argenté constant au-dessus d'elle. L'air s'agita. Des nuages se formèrent là où il n'y en avait pas quelques instants auparavant, s'amassant en spirale directement au-dessus de leur tête. Un léger grondement de tonnerre roula à travers le ranch, puis, à la grande surprise de Sarah, de petites gouttes de pluie commencèrent à tomber, mais seulement dans un cercle d'environ 6 mètres de diamètre autour de l'endroit où il se trouvait. « Tu fais pleuvoir », murmura-t-elle avec admiration. Blake ouvrit les yeux, l'expression émerveillée, tandis qu'il contrôlait la mini-tempête d'un mouvement des mains. « Je ne la crée pas », corrigea-t-il. « Je la dirige. L'humidité était déjà dans l'air. Je l'encourage simplement à s'accumuler. » Miguel approuva d'un signe de tête. « Bien joué, Hunter. Tu as appris vite. » La pluie localisée continua pendant plusieurs minutes avant que Blake ne baisse les mains, laissant la petite tempête se dissiper naturellement. Les marques sur sa peau s'estompèrent progressivement, et pour la première fois de mémoire de Sarah, Blake ne poussa pas de cri ni ne haleta de douleur lorsque le pouvoir se retira. « Pas de douleur ?» demanda-t-elle en se plaçant à ses côtés. Blake secoua la tête émerveillé. « Aucune. Je me sens bien. C'est naturel. » Il se tourna vers Miguel avec un respect nouveau. « Merci.
Le vieil homme inclina la tête. Tu avais la force en toi. Tu avais juste besoin d'être guidé. Alors qu'ils retournèrent vers la cabane, Alina se plaça à côté de Sarah. Ton mari est remarquable, observa-t-elle. Aucune marque forcée ne s'est jamais intégrée aussi complètement. C'est comme s'il avait toujours été destiné à porter ce pouvoir. Sarah posa une main sur son ventre où le bébé bougeait sans cesse. Je le crois depuis que j'ai appris ce qu'étaient les marques, que ce sont elles qui l'ont choisi et non l'inverse. Alina l'étudia avec un vif intérêt. Et vous, Sarah Holloway, que pensez-vous de l'idée d'élever un enfant du clan du ciel? Je suis terrifiée, amie Sarah, honnêtement. Excitée, déterminée. Elle croisa directement le regard de la jeune femme, comme n'importe quelle mère face à l'inconnu de ce que son enfant pourrait devenir. Un sourire effleura les lèvres d'Alena. Vous êtes remarquables, toutes les deux. La conversation fut interrompue par Blake qui appelait Sarah, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Elle leva les yeux et le vit revenir vers eux à grands pas, les yeux fixés sur quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Des cavaliers, expliqua-t-il gravement. 6 d'entre eux approchaient de l'Est armés. L'expression de Miguel s'assombrit. Des chasseurs de primes, peut-être. Blake se tourna vers Sarah, son instinct protecteur s'enflammant visiblement. Va à la cabane, Elina. Reste avec elle. Sarah commença à protester. S'il te plaît, l'interrompit-il, les yeux suppliants. Pour le bébé. À contre-cœur, Sarah laissa Alina la raccompagner à la cabane. Elle insista toutefois pour regarder par la fenêtre, tandis que Blake et Miguel se positionnaient dans la cour, attendant l'arrivée des cavaliers. À travers la vitre, Sarah distingua 6 hommes à cheval, couverts de poussière et au visage dur. Elle reconnut immédiatement leur chef, Marshall Collins, dont l'étoile argentée scintillait dans la dernière lueur du jour. Ils sont venus pour lui, murmura Sarah, le cœur serré par la peur. Elena se dirigea vers le fusil fixé au-dessus de la porte et vérifia qu'il était chargé. Ils ne l'emmèneront pas facilement. Dehors, Collins fit s'arrêter son cheval, ses adjoints se déployant derrière lui en demi-cercle. « Marcato » appela-t-il. « Au nom du service des Marshals des États-Unis, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Santa Alina. » Blake resta sur place, Miguel se tenant silencieusement à ses côtés. « Nous avons déjà eu cette conversation, Collins. Ma réponse n'a pas changé. Le visage du Marshal se durcit. La dernière fois, vous avez bénéficié de l'effet de surprise. Cette fois, nous sommes prêts, dit-il en faisant signe à ses hommes, qui levèrent leurs fusils équipés d'étranges cylindres métalliques au niveau du canon. Des balles en fer recouvertes d'argent. Une commande spéciale passée auprès d'un expert en proie inhabituelle. Une lueur d'inquiétude traversa le visage de Blake, mais sa voix resta ferme. Il y a une femme enceinte dans cette cabane. Quel que soient vos griefs à mon égard, elle est innocente. L'expression de Colin ne s'adoucit pas. Elle a choisi ses compagnons. Maintenant, avancez et rendez-vous, où nous commencerons à tirer. À l'intérieur de la cabane, Sarah eut le souffle coupé lorsqu'un adjoint pointa son fusil directement vers la fenêtre où elle se tenait. Alina la tira en arrière pour la mettre à l'abri, se positionnant de manière protectrice. Blake ne les laissera pas vous faire de mal, assura-t-elle à Sarah. Nous non plus. Dehors, Miguel prit la parole pour la première fois, sa voix accentuée portant clairement dans l'air du soir. Vous commettez une grave erreur, Marshall. Cet homme est sous la protection du clan du ciel. Collins ricana avec mépris. Encore une sorcière. Encore mieux d'ailleurs pour le prix d'une seule. Il leva la main, s'apprêtant à donner l'ordre de tirer à ses hommes. Avant qu'il n'ait pu terminer son geste, Blake bougea avec une rapidité surprenante. Les marques sur ses mains s'animèrent, brillant à travers ses gants. D'un mouvement ample, il dirigea une impulsion d'énergie vers les fusils des adjoints. Les armes s'envolèrent de leurs mains et atterrirent à plusieurs mètres de là, dans la boue. Collins, cependant, réussit à dégainer son pistolet. « Sorcellerie !» grogna-t-il en visant la poitrine de Blake. Le coup de feu retentit dans l'air. Sarah hurla, s'épressant contre la fenêtre, horrifiée, mais Blake resta debout. La balle resta suspendue à quelques centimètres de sa poitrine, captive dans un champ d'énergie scintillant émanant de ses mains marquées. « Impossible !» murmura Collins, sa bravade laissant place à une peur authentique. Miguel s'avança, son corps âgé rayonnant soudainement d'autorité. « Marshall Collins, je suis Miguel Vigiar, ancien du Sky Clan et conseiller du gouverneur territorial. » De l'intérieur de sa chemise, il sortit un document plié portant un sceau officiel.
Il s'agit d'une grâce pour Blake Holloway, anciennement connu sous le nom d'El Marcado, signé par le gouverneur lui-même. Collins fixa le document, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Cela ne peut pas être vrai. »« Je vous assure que si, » répondit Miguel calmement. « Le gouverneur comprend des choses qui dépassent votre compréhension, Marshall. Le clan du ciel protège ce territoire depuis avant même qu'il ne devienne américain. Le gouverneur connaît des gens comme vous, » dit Collins en désignant Blake, qui tenait toujours les balles suspendues devant lui. « Certains secrets sont gardés par les plus hautes autorités, » confirma Miguel. « Vous avez maintenant le choix. Acceptez cette grâce et partez en paix, ou continuez cette confrontation et faites face à des conséquences qui dépassent les simples répercussions juridiques. » Comme pour souligner son propos, Blake lâcha enfin la balle suspendue, la laissant tomber sans danger sur le sol. Cette démonstration de maîtrise du pouvoir, retenue plutôt que déchaînée, sembla enfin ébranler la détermination de Colin. « Ce n'est pas fini, » grogna le Marshal, mais son ton manquait de conviction. Il arracha le pardon des mains de Miguel et l'examina avec une réticence qui trahissait son authenticité. La signature du gouverneur Jensen. « Très bien. Alors, nous n'avons plus rien à discuter, » déclara Blake, se détendant légèrement, même si sa vigilance restait évidente. Collins fit des signes à ses hommes de ramasser leurs armes éparpillées. « La loi est peut-être satisfaite, Marcato, mais certains ne le seront pas. Santa Helena ne sera pas oubliée. »« Je ne l'oublierai jamais, » répondit Blake doucement. « Pas un seul jour. » Alors que le shérif et ses adjointes montaient à cheval et partaient, Sarah se précipita hors de la cabane, sans tenir compte des tentatives d'Helena pour la retenir. Elle traversa la cour en courant et se jeta dans les bras de Blake, le soulagement lui faisant fléchir les genoux. « C'est fini, » murmura Blake dans ses cheveux. « Vraiment fini. » Sarah s'écarta, regardant tour à tour Blake et Miguel avec confusion. « Une grâce? Comment? » Le visage buriné de Miguel se plissa en un sourire. « Le clan du ciel existe depuis des millénaires, mon enfant. Nous avons des alliés partout, au plus haut niveau comme au plus bas. Quand j'ai appris la situation de ton mari, j'ai fait appel à de vieilles dettes. » Blake secoua la tête, étonné. « Pourquoi le gouverneur gracierait-il un homme accusé d'avoir tué tout un village? »« Parce qu'il connaît la vérité, » répondit simplement Miguel. « Que Santa Helena n'était pas ton œuvre, mais celle des faux marqués qui cherchaient à te contrôler. Ceux qui ont accompli le rituel. » Blake se figea. « Que veux-tu dire? Lorsque tu leur as échappé, ils t'ont poursuivi. Lorsqu'ils t'ont retrouvé dans ce village, ils ont tenté de te récupérer, leur expérience réussie. Lorsque tu as résisté, ils ont libéré un pouvoir similaire au tien, mais corrompu par leur mauvais usage. C'est leur énergie qui a tué ces gens, pas la tienne. » Cette révélation frappa Blake comme un coup physique. Il tituba. Il serait tombé si Sarah ne l'avait pas soutenu. « Toutes les années, j'ai cru. »« Tu étais une arme, pas la main qui l'a actionnée, » dit Miguel doucement. « Les enquêteurs du gouverneur ont découvert la vérité il y a des années, mais à ce moment-là, tu avais disparu. Tu étais devenu Holloway. » Sarah guida Blake jusqu'aux marches du porche et l'aida à s'asseoir pendant qu'il assimilait cette information qui allait changer sa vie. « Tu n'as jamais tué ces villageois, » murmura-t-elle. « Tu t'es puni pour le crime de quelqu'un d'autre. » Blake se couvrit le visage de ses mains, les épaules secouées par une émotion silencieuse. 6 ans de culpabilité, de cauchemar, d'exil volontaire, tout cela à cause d'un terrible malentendu. « Les faux marqués, » finit-il par dire. « Ils ont été détruits par leur propre corruption, » répondit Miguel. « Leur corps ne pouvait pas contenir ce qu'ils avaient volé. » Alors que la nuit envahissait complètement le ciel, les 4 amis s'assirent sous le porche, digérant les révélations de la soirée. Blake resta silencieux, touchant de temps en temps le pardon que Miguel avait placé dans ses mains, comme pour se rassurer de sa réalité. « Que va-t-il se passer maintenant? » demanda finalement Sarah, la main posée protectrice sur son ventre. « Maintenant, » répondit Miguel avec un sourire doux, « tu te prépares à accueillir ton enfant. » Est Blake entamé un nouveau chapitre? Non pas en tant qu'El Marcado, non pas en tant que maudit, mais en tant que celui qu'il est vraiment, un homme marqué par le ciel qui a trouvé sa raison d'être. « Et quelle est cette raison d'être? » demanda Blake, la voix calme malgré l'émotion encore visible dans ses yeux. « Vivre, » répondit simplement le vieil homme. « Aimer, transmettre ce que vous avez appris, la raison d'être que nous recherchons tous à notre manière. » La première contraction frappa Sarah 2 semaines plus tard, alors qu'elle étendait le linge dans la cour.
La douleur lui serra le ventre comme un étau, la faisant lâcher le drap mouillé qu'elle s'apprêtait à accrocher à la corde à linge. Blake, appela-t-elle, une main agrippée au poteau de la corde à linge. Il surgit de la grange à une vitesse alarmante, comme s'il avait senti sa détresse. C'est le moment? Sarah acquiesça, grimaçant alors que la contraction s'estompait. Je pense que oui, mais ce n'est que le début. Nous avons encore plusieurs heures devant nous. Blake la prit dans ses bras malgré ses protestations, affirmant qu'elle pouvait marcher et la porta à l'intérieur où Alina était déjà en train de préparer la chambre, étendant des draps propres et rassemblant le nécessaire. Miguel est parti chercher le Dr. Mills, les informa Elina, aidant Blake à installer Sarah sur le lit. Il devrait arriver avant la tombée de la nuit. Le travail progressa régulièrement tout au long de l'après-midi et jusqu'au soir. Le Dr. Mills arriva comme promis, apportant sa trousse médicale et affichant un calme remarquable pour un homme assistant à un accouchement dans une maison où vivaient 3 personnes marquées par le ciel. Le bébé est bien positionné, assura-t-il à Blake, qui tournait nerveusement à proximité. Tout semble normal. À l'approche de minuit, les contractions de Sarah s'intensifièrent. Blake resta à ses côtés, laissant-la lui serrer la main à chaque vague de douleur, lui murmurant des mots d'encouragement lorsqu'elle sentait ses forces décliner. « Je n'y arrive pas », haleta-t-elle après une contraction particulièrement brutale. « Blake, je n'y arrive pas. »« Tu y arriveras », rétorqua-t-il en écartant ses cheveux humides de son front. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Sarah Holloway. Plus forte que n'importe quelle tempête. » À la surprise générale, alors que le travail de Sarah atteignait son paroxysme, les marques sur les avant-bras dénudés de Blake se mirent à briller. Une énergie semblait circuler entre eux lorsqu'elle lui serrait les mains, soulageant visiblement sa douleur. « Il partage son fardeau », observa Miguel à voix basse au Dr. Mills, prenant une partie de sa douleur sur lui. Le Dr. Mills secoua la tête émerveillé. 30 ans de médecine. Avec un dernier effort considérable, Sarah mit leur enfant au monde, un garçon robuste avec une chevelure brune et les yeux bleus de son père. En tant que médecin, Mills nettoya le nourrisson et vérifia ses signes vitaux. Blake pressa son front contre celui de Sarah, lui murmurant des mots d'amour et de gratitude qui firent monter les larmes aux yeux de la jeune femme épuisée. « Il est parfait », annonça le Dr. Mills en plaçant le nouveau-né émailloté dans les bras de Sarah. 3 sur 6 kilos, pile, des poumons solides. Sarah berça son fils, comptant ses doigts et ses orteils avec émerveillement. Blake s'assit à côté d'eux sur le lit, effleurant doucement la joue du bébé du bout des doigts. « Est-ce qu'il est... » Blake ne put terminer sa question, ses yeux croisant ceux de Miguel au-dessus du nouveau-né. Le vieil homme s'approcha, observant l'enfant d'un regard entendu. « Puis-je » Avec l'accord de Sarah, Miguel déballait délicatement un petit bras. Là, à peine visible à moins de savoir où les chercher, se trouvaient de fines lignes argentées sous la peau délicate comme de la soie d'araignée, formant les prémices de ce qui deviendrait un jour des marques, comme celle de son père. « Il est du clan du ciel », confirma Miguel doucement. Le premier-né naturel d'une nouvelle lignée. L'expression de Blake était complexe, mélangeant fierté et inquiétude, joie et responsabilité. « Souffrira-t-il comme j'ai souffert? » « Non », l'assura Elina en les rejoignant près du lit. « Son corps est fait pour ce pouvoir. C'est son droit de naissance, pas une invasion. » Sarah leva les yeux vers son mari et vit dans son regard le même amour féroce et la même protection qu'elle ressentait pour leur fils. Comment allons-nous l'appeler? Blake regarda l'enfant, leur enfant qui représentait tout ce qu'il avait autrefois cru impossible. La famille, l'acceptation, l'avenir. « Benjamin », dit-il finalement. « Cela signifie « fils de ma main droite, ma force ». Benjamin Holloway, Sarah testa le nom, souriant alors que les yeux du bébé semblaient se concentrer sur sa voix. « Bienvenue dans le monde, mon petit. » Alors que l'aube se levait sur North Ranch, peignant le ciel de nuances roses et dorées, Blake se tenait sous le porche, son nouveau-né délicatement bercé dans ses bras. Les marques sur le père et l'enfant brillaient doucement dans la première lumière du jour, non pas avec l'intensité douloureuse qui avait autrefois été le fardeau de Blake, mais avec un éclat doux qui témoignait d'un pouvoir en harmonie avec son réceptacle. Miguel le rejoignit, ses yeux anciens observant le duo avec bienveillance. « À quoi penses-tu, Hunter? » Blake regarda Benjamin, qui dormait paisiblement contre sa poitrine. « Que je n'aurais jamais imaginé tout cela. Une femme qui n'avait pas peur de me toucher,
Un enfant qui avait mon sang, mais sans ma douleur, un avenir au-delà de l'isolement. Les marques t'ont conduit ici, dit simplement Miguel. À cet endroit, à cette famille, à ce moment. Tu crois ça? Qu'elles ont un but au-delà du pouvoir? Le vieil homme sourit. Je crois qu'elles t'ont conduit à Sarah, qu'elles nous ont conduits à toi, qu'elles t'ont guidé à travers les ténèbres vers la lumière. Il posa une main ridée sur l'épaule de Blake. Quel plus grand but pourrait-il y avoir? À l'intérieur de la cabane, Sarah regardait par la fenêtre son mari tenir leur fils dans la lumière du matin. Le cow-boy que personne n'avait osé toucher. L'homme marqué qui s'était caché du monde se tenait maintenant à découvert, embrassant un avenir qu'il n'avait jamais cru possible. 5 ans plus tard, North Ranch était devenue l'une des propriétés les plus prospères du comté de Tarrant. Des cabanes supplémentaires avaient été construites pour accueillir Miguel et Alina, qui étaient restés pour aider à élever le jeune Benjamin et lui enseigner son héritage. Les frères Minnesota avaient fait venir leur famille du Nord, s'installant sur des terres adjacentes et aidant Blake à gérer le troupeau en pleine expansion. Benjamin Holloway devint un enfant robuste et curieux, avec les yeux bleus intenses de son père et la douceur de caractère de sa mère. Les marques sous sa peau se développèrent progressivement, devenant plus visibles à mesure qu'il grandissait, mais sans jamais lui causer la douleur que son père avait endurée. À l'âge de 5 ans, il pouvait déjà sentir l'approche des tempêtes plusieurs heures avant l'apparition des nuages et avait une capacité étonnante à calmer même les chevaux les plus sauvages d'un simple toucher. Le jour du 5e anniversaire de Benjamin, alors que la famille et les amis s'étaient réunis pour faire la fête, Sarah trouva Blake en train d'observer leur fils depuis le bord de la fête, l'air pensif. « À quoi penses-tu, mon mari? » dit-elle en glissant son bras sous le sien. Blake lui sourit, la facilité de ce geste restant une merveille après toutes ces années. Je pensais au jour où tu es arrivé au North Ranch, à quel point j'étais certain que tu t'enfuirais en apprenant ce que je cachais. Sarah s'appuya contre son épaule, et j'étais certaine d'avoir commis une nouvelle erreur désespérée dans une longue série. Et pourtant, nous sommes là, répéta-t-il, son regard se posant à nouveau sur Benjamin, qui montrait maintenant à Alina comment il pouvait faire danser de petits tourbillons dans la paume de sa main. À proximité, leur deuxième enfant, Lily, âgée de 2 ans, trottinait derrière Miguel, qui l'aidait patiemment à cueillir des fleurs sauvages. Contrairement à son frère, Lily était née sans marque. Elle n'en était pas moins chérie pour autant. Benjamin s'était même désigné comme son protecteur acharné, montrant déjà les signes du grand frère responsable qu'il allait devenir. Le shérif Daniels a mentionné une famille qui s'était renseignée sur des terrains à vendre près de chez nous, commenta Sarah. Apparemment, le bruit court que North Ranch est un endroit où les dons inhabituels sont compris plutôt que redoutés. Blake acquiesça pensivement. Miguel a senti la présence d'autres personnes marquées dispersées dans les territoires, perdues comme je l'étais, effrayées de se révéler. C'est peut-être là ta véritable raison d'être, suggéra Sarah. Pas seulement d'élever nos enfants, mais créer un refuge pour d'autres comme toi. Un endroit où être différent n'est pas une malédiction. Notre raison d'être, corrigea Blake en la serrant contre lui. Je n'aurais rien de tout cela sans toi, Sarah. Pas de foyer, pas de famille, pas de paix avec ce que je suis. Sarah se retourna dans ses bras et leva la main pour tracer la mèche argentée dans ses cheveux, identique à celle de leur fils. Tu te souviens quand je t'ai dit que je croyais que tu avais été choisi? Je le crois toujours. Mais maintenant, je pense que j'ai moi aussi été choisi pour te trouver, t'aimer et t'aider à construire cette vie. Blake se pencha pour l'embrasser, les marques sur ses avant-bras nus brillant doucement de satisfaction. Le cowboy que personne n'osait toucher, murmura-t-il contre ses lèvres, trouvé par la seule femme assez courageuse pour essayer. Alors que l'après-midi laissait place au soir, la grande famille du North Ranch se rassembla autour de la table. Blake l'avait agrandi pour accueillir tous ses membres. Benjamin était assis fièrement à la place d'honneur, rayonnant de joie à l'idée de fêter son anniversaire. Lily était perchée sur un coussin, bavardant joyeusement tout en attrapant une part de gâteau. En regardant autour d'elle les visages de Miguel, avec sa sagesse ancestrale, Alina, avec sa force tranquille, les frères du Minnesota et leurs familles, et au centre, Blake et leurs enfants, Sarah ressentit une plénitude qui transcendait le simple bonheur. Ce rassemblement improbable, cette communauté construite autour de l'acceptation de la différence, était né du courage de dépasser la peur pour créer des liens.
Je propose un toast, dit Blake en se levant de sa chaise, un verre à la main, à la famille de sang et à la famille choisie, aux secondes chances, et à ma femme qui a su voir au-delà des marques pour découvrir l'homme qui se cachait derrière. Alors que les verres éteigntaient et que Benjamin gloussait en regardant les bulles dans son cidre, Sarah croisa le regard de Blake à travers la table. Le cow-boy qui s'était autrefois coupé de tout contact humain était maintenant assis, entouré d'amour, ses mains marquées coupant d'une main ferme le gâteau d'anniversaire de son fils. Son sourire était sans réserve à la lumière de la lampe. Certaines charges, réfléchit Sarah en regardant son mari et ses enfants, ne sont pas destinées à être portées seules. Certains secrets, une fois partagés, perdent leur pouvoir de nuire. Et parfois, ce que le monde craint le plus chez une personne est précisément ce qui la rend extraordinaire. Dehors, une pluie fine commença à tomber, appelée par rien de plus surnaturel que le changement de saison. Benjamin courut à la fenêtre, ses marques brillant doucement d'excitation, alors qu'il annonçait l'arrivée de la tempête que son père lui avait promise pour son anniversaire. Blake rejoignit son fils et posa une main sur l'épaule du garçon. Ensemble, ils regardèrent la pluie dessiner des motifs dans la poussière, leurs marques identiques pulsant en harmonie avec le rythme de l'eau qui tombait, non plus comme une malédiction à cacher, mais comme un cadeau à partager.